Voilà. Et oui, il faut que je revienne vers elle pour voir un petit peu ce qu'il faut exactement, parce que c'est vrai que pour les termes, je suis pas encore très connaisseuse de tous les termes, et par rapport à la commande, je me rends pas compte en fait ce qui va sortir, si c'est ce qu'on veut ou pas. Peut-être je l'appellerai. Oui. Ouais, 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 ouais. Ouais. Oui, mais si elle m'avait fait un devis déjà, hein, voilà, mais c'était après selon. Voilà. Ouais, ouais, ouais. D'accord. D'accord. Oui, oui, oui. Oui, on peut les prendre voilà, par une boîte ou quoi. Bon, alors peut-être là quand même, on doit chercher les choses qui sont chères, et c'est très frustrant de pas savoir. Mais oui, ah oui, bah voilà. Voilà. Ça va être mon devis. Oui, mais remarque, non, il n'y a pas de devis, hein, c'est que je fais pas, ça prend 1h30. Voilà, c'est ça. Allez. Ok, et ben on y va. Je vous présente. Je vais prendre celui-là. Bonjour à tous. Enfin, bonjour pour les nouveaux arrivants. Euh, voilà, je vous invite à vous installer. Nous allons continuer avec donc la prochaine conférence qui va présenter donc l'étude millésime bio sur la consommation des vins bio réalisée donc par Circana cette année. Donc sur les acheteurs de vins bio, quelle dynamique et quelles attitudes. Donc qui nous est présenté par Christophe Ferreira, donc qui est consultant Shopper Insight chez Circana. Voilà. Merci. Merci beaucoup. En deux mots, Circana, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est anciennement IRI, donc panéliste de grande distribution, et on récupère les données de vente des sorties caisses en général, et on fait également des études ad hoc, typiquement que je vais vous présenter aujourd'hui. En préambule de cette conférence, je vais revenir sur quelques éléments qui viennent d'être partagés par l'agence bio et réinsister sur le fait qu'aujourd'hui, le vin bio est une catégorie de produits, est un univers de produits qui est très particulier sur ses référents. D'abord par rapport au bio, et on le disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a le deuxième micro qui fonctionne ? Oh, ok, excusez-moi. Donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, les vins bio sont particuliers à deux titres. Premier titre, par rapport à leur circuit de distribution, et l'agence bio, on a parlé juste avant, la grande distribution pèse très peu dans les ventes de vins bio
par rapport à ce que ça pèse dans les ventes de bio en général. Donc tout ce qu'on entend dans le bruit médiatique aujourd'hui qui nous disent que le bio, ça se porte mal, que c'est en difficulté, c'est vrai pour la GSA, ce n'est pas vrai pour le reste des circuits, ce qui fait qu'aujourd'hui, les vins bio se portent bien dans un univers du bio qui, lui, est plutôt en difficulté. Premier point d'importance, et on va s'attarder à comprendre ces phénomènes-là. Le deuxième phénomène qui existe, c'est que également les vins bio se développent sur un marché des vins qui, lui, est plutôt en difficulté depuis plusieurs années. On a une déconsommation des vins en France qui existe depuis plusieurs années pour diverses raisons. C'est en repli, les vins bio ne le sont pas du tout. On est encore sur une catégorie de produits qui progresse. Donc ça, c'est vraiment en préambule de l'étude et c'est ce qui est venu motiver le lancement de cette étude, puisqu'on va s'attacher, au travers de ce que je vais vous présenter, à présenter qui sont les acheteurs de vins bio, ce qu'ils achètent et pourquoi ils l'achètent, et puis surtout les raisons, les circuits qu'ils fréquentent et les raisons qu'ils ont de fréquenter les différents circuits. Pour cela, on a mené une étude online auprès de 1054 personnes, donc un peu plus de 1000 acheteurs de vins bio interrogés, entre le 5 et le 9 septembre 2023. J'insiste sur un point, hein, on a vraiment interrogé dans cette étude uniquement des acheteurs de vins bio, et donc tous les acheteurs de vins non bio ne faisaient pas partie du scope de cette étude-là, ça expliquerait une partie des résultats également. Et dernier point avant de rentrer dans les résultats, la présentation va s'articuler, comme je disais, autour de deux grandes parties. Qui sont les acheteurs de vins bio et où vont-ils et pourquoi y vont-ils? On pourra prendre une petite pause à la fin de chacune de ces deux parties pour que vous puissiez me poser des questions en direct. Et puis on avancera ainsi. Et donc, première partie de cette étude, qui sont les acheteurs de vins bio? Et finalement, si on les décrit en quelques mots, quand vous voyez tous ces chiffres-là, on peut résumer un acheteur de vin bio à quelques éléments qui sont son âge. On est sur un acheteur qui a un âge moyen de 51 ans, finalement à peu près l'âge moyen des Français. On est sur des acheteurs qui sont plutôt CSP+, ce que vous avez ici. Donc 39% de CSP+, qui est là beaucoup plus important que ce qu'on a en moyenne de la population. Et ce sont surtout des acheteurs qui vivent en ville. Donc voilà comment on peut décrire notre acheteur de vin bio aujourd'hui. Il faut savoir que cette description d'acheteur de vin bio, on pourrait la faire sur d'autres catégories de produits bio. On serait sur quelque chose de très proche. Ce qui est par contre intéressant à noter, c'est que le vin bio continue à recruter des nouveaux acheteurs. Quand on leur pose la question à notre échantillon de savoir depuis combien de temps vous achetez des vins bio, vous en avez 39% qui nous disent en acheter depuis moins d'un an. Donc on est sur un marché qui continue de recruter. On a de nouvelles arrivées. Et ces nouveaux acheteurs qui arrivent sont extrêmement intéressants parce qu'ils sont différents de la cible historique que l'on pouvait avoir, puisque quand on se concentre vraiment sur les plus récents, donc acheteurs de moins de 6 mois, vous avez davantage d'acheteurs très jeunes, de moins de 25 ans, 12% versus 5% en moyenne, et davantage de CSP- et d'inactifs qui sont représentés au sein de cette cible. Ce qui fait qu'on a un renouvellement aujourd'hui extrêmement intéressant, puisqu'il permet aussi de diversifier les profils d'acheteurs sur les vins bio. Donc ça qui est plutôt une bonne nouvelle. Une deuxième bonne nouvelle qui émerge de cette étude, c'est sur la demande du vin bio. Alors l'agence bio parlait juste avant du fait qu'il fasse créer de la demande. Aujourd'hui, cette demande existe. Il y a des gens qui attendent du vin bio, qui prévoient d'en acheter plus. Donc pour vous présenter les résultats, on a posé 2 séries de questions. On a demandé à nos interrogés, première chose, depuis un an, comment pensez-vous que vos achats de vin bio ont évolué? Est-ce qu'ils ont beaucoup progressé, un peu? Est-ce qu'ils sont restés stables, un peu diminués, beaucoup diminués? On a posé la même question sur ce qu'ils faisaient sur leurs achats de vin non bio, pour voir s'il y avait les mêmes perspectives d'évolution sur ce qu'ils font en vin bio et en vin non bio. Et donc on a posé cette question-là. Qu'est-ce que vous avez fait sur l'an dernier? Qu'est-ce que vous allez faire dans le futur? Première partie de la question sur ce que vous avez fait depuis l'an dernier, on voit très aisément que les évolutions de vin bio sont plus favorables que les évolutions de vin non bio auprès des acheteurs de vin bio. Vous avez 37% des acheteurs de vin bio qui nous disent penser avoir augmenté leurs achats de vin bio dans l'année, contre seulement 17% des acheteurs de vin bio qui pensent avoir augmenté leurs achats de vin non bio. Donc davantage qui augmentent le vin bio que le vin non bio.
Et quand on pose la même question sur ce qu'ils pensent faire dans le futur, et là qui est un signal qui ne dit pas forcément qu'ils vont le faire tous, mais qui est un signal quand même de leur volonté, on a davantage d'acheteurs qui pensent continuer à développer leurs achats de vin bio, hein, les 32% qui sont là, par rapport à 12% seulement qui pensent acheter davantage de vin non bio. Donc on a potentiellement un transfert d'achat du vin non bio vers des vins bio chez ces cibles-là. Ce qui fait que, in fine, et c'est ce que traduit ces slides, je vais rentrer dans le détail des résultats, qui est un peu compliqué, mais in fine, on va avoir des vins bio qui devraient gagner en part de marché au détriment des vins non bio. Ce qui nous permet de dire ça, c'est qu'on a regardé les résultats sous l'angle de qu'est-ce que vous allez faire sur vos achats de vins non bio. Ce que vous avez ici, c'est les répondants qui l'ont dit, moi je vais acheter plus de vins non bio. Ce que vous avez là, c'est je vais acheter autant de vins non bio et la dernière barre, je vais faire moins d'achats de vins non bio. Et sur ces cibles-là, on a regardé qu'est-ce que vous allez faire sur vos achats de vins bio. Finalement, vous nous dites que vous allez réduire vos achats de vins non bio. Est-ce que dans le même temps, vous allez également faire la même chose sur vos achats de vins bio? On voit très aisément que vous avez environ 30% des répondants qui nous disent moi, je vais réduire mes achats de vins non bio, mais dans le même temps, je pense augmenter mes achats de vins bio. 39% qui pensent maintenir leurs achats de vins bio alors qu'ils pensent réduire leurs achats de vins non bio. Donc on a là un signal qui est très positif sur le fait que les achats de vins bio devraient quand même, dans le futur, mieux se porter, en tout cas mieux résister que ce qui se passe sur les vins non bio, encore une fois, auprès d'une cible d'acheteurs de vins bio. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, les acheteurs de vins bio sont quand même très majoritairement également acheteurs de vins non bio. Vous n'avez que 8% des acheteurs de vins bio qui se déclarent exclusifs aux vins bio et donc qui n'achètent que ça. 92% des acheteurs de vins bio sont également des acheteurs de vins non bio. Et à ce titre-là, c'est même la majorité de leurs achats qui s'orientent vers des vins non bio plutôt que des vins bio. Donc on a quand même du potentiel. On a des acheteurs qui pensent développer leurs achats de vins bio. Ça se fera très certainement au détriment des vins non bio. Et ça suit une logique pour les développeurs, mais c'est ce qu'on peut aussi constater sur d'autres marchés alimentaires, sur un passage du non bio vers du bio. L'avantage qu'apporte le bio, c'est également un élément de réassurance, puisque quand on leur pose la question de savoir sur différentes tranches de prix s'ils trouvent qu'il est indispensable d'avoir un produit bio, évidemment, plus les produits vont être vendus cher, plus les tranches de prix du vin seront élevées, et davantage les shoppers ou les personnes que l'on a pu interroger s'attendent à trouver des produits bio. Et ces produits bio ont plusieurs vertus, puisqu'elles répondent à des attentes des interrogés, des acheteurs, qui sont importantes. Quand on s'intéresse aux raisons d'achat de produits bio et de vins bio, finalement, ce que nous citent les répondants, voici les réponses. Ce que vous avez en vert, les deux premiers, sont des items en lien avec l'environnement. Parce que les vins bio respectent l'environnement, voilà pourquoi j'achète du vin bio, ou pour soutenir la rémunération des producteurs engagés pour l'environnement. C'est de loin la première motivation. 71% des répondants nous citent un item en lien avec l'environnement dans leur motivation à acheter des vins bio. Deuxième source de motivation, la confiance, la certitude d'avoir des vins de qualité. Aujourd'hui, quasiment la moitié des répondants des acheteurs de vins bio nous disent d'acheter des vins bio parce qu'ils ont davantage confiance, parce qu'ils trouvent que ce sont des vins de meilleure qualité. Ils sont réassurés. Vous faites le lien avec ce que je vous ai dit juste avant sur le prix. Ça justifie aussi d'avoir des bouteilles ou des produits que l'on peut vendre un peu plus cher parce que ça réassure les gens. Troisième raison, la santé. Alors, je ne sais pas si vous avez vu d'autres études sur d'autres produits bio par le passé. En général, cet item de santé ressort plus fort. Il faut bien avoir en tête, le vin bio reste un vin et donc un alcool. Forcément, le lien à la santé est beaucoup moins présent. Voilà, petit aparté. Et puis, vous avez ces 33%. J'achète du bio pour l'ensemble de mes achats. J'achète un vin bio parce que mon vin est devenu bio. J'achète un vin bio parce que les références que j'apprécie sont uniquement en bio. On a 33% de nos répondants, finalement, qui achètent du vin bio, pas forcément par conviction,
mais par préférence ou simplement parce que le vin qu'ils ont l'habitude d'acheter est bio. Encore une fois, on a trié les résultats selon les grandes thématiques que je vous ai citées précédemment et on va s'intéresser à ceux qui achètent des vins bio par défaut qui sont ici. Ce qui est extrêmement intéressant chez ces gens-là, c'est que finalement, ils ont moins de raisons d'acheter du produit bio que les autres. Ils nous citent beaucoup moins les raisons en lien avec l'environnement, 58% seulement, la moyenne était à 71%. Ils nous citent moins la santé, 30% contre 38%. Donc finalement, ces gens-là, la simple conversion de surface, la simple arrivée d'offres, ça pourra les amener de manière assez simple à acheter des produits bio. Donc vous avez déjà une partie de la cible qui est effectivement assez facile à amener avec vous sur du bio, dans le sens où si on leur propose l'offre, ils la prendront parce qu'elle remplace une autre offre et que ça leur ira très bien. Puis vous avez les autres raisons. Et là aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'environnement, santé, confiance, tout ça ne s'oppose pas. C'est des choses qui se complètent. Et en fait, on se rend compte très vite que quand vous mentionnez l'environnement dans vos motivations à acheter du produit bio, un quart d'entre eux nous disent aussi des raisons de santé. Un quart nous disent « j'achète des produits bio pour l'environnement et parce que j'ai confiance dans ces produits ». Un cinquième, pour ma santé, parce que j'ai plus confiance. Ce que je veux vous faire passer comme message ici, et ce qui est important, c'est que les vins bio se trouvent à la croisée de nombreuses préoccupations. Et en fait, ça va plus loin que les vins bio, hein, c'est même les produits bio de manière générale, qui se trouvent à la croisée de plusieurs préoccupations entre protection de l'environnement, protection de sa santé et la confiance envers les produits. Et là, pour le coup, on a vraiment un produit et un label qui permet d'apporter des réponses à ces questions-là. Et dernière slide sur cette première partie, qui est sur les types de vins consommés. On a interrogé et on a comparé, finalement, est-ce que les acheteurs de vins bio consomment la même chose ou différemment que ce qu'ils font pour des vins non bio? La réponse est assez simple ici, c'est que globalement, hormis le champagne qui est un peu particulier, on consomme de la même façon ces vins bio que ces vins non bio. Finalement, ce qu'on apprécie en bio, on l'apprécie en non bio, ce qu'on apprécie en non bio, on l'apprécie en bio. Le champagne étant plus particulier par rapport à ça, mais ça a été évoqué dans la conférence précédente, il y a une question d'offre derrière ça et de conversion de surface dans cette région-là qui explique cet écart-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une appétence particulière à consommer certains types de vins en bio et d'autres en non bio. Globalement, à partir du moment où on apprécie un vin, on peut le consommer aussi bien dans un cas ou dans l'autre. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette première partie qui concerne plutôt les acheteurs avant qu'on rentre dans les circuits de fréquentation? Non, tout est clair pour tout le monde? Parfait. Eh bien, continuons. Alors, on va s'intéresser maintenant, excusez-moi, sur les circuits fréquentés, le jugement de ces circuits-là, les raisons de fréquentation de chacun des circuits, et on va voir qu'il y a une forme de complémentarité entre eux. Et puis, on aura quelques fiches circuits pour entrer dans le détail sur quelques-uns à la fin de cette partie-là. On l'a vu en tout début de présentation, on l'a vu avec ce que nous a présenté l'agence bio. Il y a de nombreux circuits dans lesquels on peut acheter des produits bio. Aujourd'hui, quand on pose la question de savoir tous les circuits qui sont fréquentés pour les achats de vins bio ou les achats de vins non bio, on se rend compte que les acheteurs de vins bio fréquentent en moyenne 3,2 circuits pour leurs achats de vins bio contre 2,5 circuits pour leurs achats de vins non bio. Donc on a beaucoup plus de circuits d'approvisionnement pour ces achats de produits de vins bio que de non bio. Et ce qui est intéressant à noter, c'est quels sont ces circuits-là, c'est ce que vous avez sur la droite de la slide, puisque le premier circuit qui apparaît est, entre guillemets, sans surprise, la grande distribution. Je reviendrai sur le pourquoi tout à l'heure, on voyait un poids de la grande distribution aussi, entre guillemets, faible par rapport à ce qu'on a là. Les cavistes, qui concernent 44% des acheteurs de vins bio, contre seulement 34% pour les acheteurs de vins non bio, et la vente directe, qui est aussi un peu plus importante. Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur ce 82% d'acheteurs qui fréquentent la grande distribution par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on parle ici en termes d'acheteurs et en termes d'individus.
Si vous avez acheté une bouteille dans un hypermarché, dans un supermarché, donc chez un Leclerc ou un Intermarché par exemple, vous pouvez rentrer dans ces 82%-là. Et vous n'avez acheté qu'une bouteille. Vous avez acheté 6 bouteilles en vente directe chez votre producteur, vous comptez également pour une personne. Donc finalement, ici on raisonne en nombre de personnes. Une personne vaut une autre personne par rapport à des volumes qui ne sont pas les mêmes. On n'achète pas le même nombre de bouteilles en moyenne quand on va en grande distribution que lorsqu'on va chez un caviste ou lorsqu'on va en vente directe. Et donc, dans ce sens-là, c'est assez logique de trouver la grande distribution tout en haut, puisqu'aujourd'hui, 100% ou pas loin de 100% des Français se rendent au moins dans un hyper ou un super dans l'année. Donc, on a plus de chances aussi d'acheter au moins une fois de temps en temps une bouteille. Voilà le pourquoi de ce circuit-là, ce qui explique que c'est un circuit intéressant dans sa capacité à aller toucher du monde sous couvert d'avoir un travail en magasin qui permet aussi de mettre l'offre en valeur, et c'est tout le sujet qu'on peut avoir avec ce type de circuit-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la grande distribution, quand on s'intéresse sur nos acheteurs exclusifs de vin bio, donc nos 8% de tout à l'heure, on se rend très vite compte qu'elle est beaucoup moins présente que ce qu'on a sur les acheteurs mixants. On est à 82% juste avant. Chez les exclusifs, on est à 64%. Ce qui explique aussi, encore une fois, qui vient donner ou compléter ces faisceaux d'indices sur le fait que la grande distribution sur les ventes de vin bio n'est pas non plus le circuit le plus important qu'on peut avoir. Maintenant, on fréquente plusieurs circuits. Chaque circuit a ses vertus et on s'est évertué à essayer de les comprendre au travers de 2 questions. La première que vous avez ici, qui est finalement en termes d'offres, pour quelles raisons vous achetez dans un hypermarché, pour quelles raisons vous achetez dans une vente au domaine ou chez un caviste. On voit assez aisément avec les couleurs, alors il y a beaucoup d'items, on va se concentrer sur quelques-uns, que les motivations à aller en hypermarché, en supermarché, magasin de coût, donc ce que vous avez sur la droite, qui est la grande distribution, sont assez opposées aux motivations à acheter dans d'autres circuits. On va aller en hypermarché ou en supermarché pour du prix. On va trouver beaucoup plus de niveau de prix, beaucoup plus d'offres. On va y aller pour la largeur d'offres, le nombre de bouteilles qu'on peut y trouver. On va y aller pour les différents conditionnements qu'on y trouve. On va trouver des grandes bouteilles, des petites bouteilles, on va trouver des fontaines ou des cubis. Voilà ce qu'on va aller chercher en supermarché ou en hypermarché. À l'inverse, quand vous allez aller sur un domaine, vous allez aller chez un caviste, acheter sur Internet, vous allez davantage être motivé par des raisons de qualité des produits que vous allez y trouver, de sélection pertinente de l'offre, et à opposer au large choix finalement que vous avez en hyper ou en supermarché. D'un côté, vous avez beaucoup de choix, de l'autre, vous avez un choix sélectionné. Et donc un travail de l'humain qui est beaucoup plus important. Et puis la capacité également à trouver des références que l'on ne trouve pas ailleurs. Donc on est vraiment sur des types de circuits grande distribution et d'autres circuits qui sont différents dans leur approche, qui se complètent et qui ne sont pas complètement opposés. Et on retrouve ces différences sur l'aspect un peu plus serviciel. Finalement, pour quelles raisons vous achetez des vins bio dans tel ou tel circuit en dehors de l'offre? Vous allez aller encore une fois en hyper ou en supermarché pour des questions de praticité. Aller dans un hyper, je disais, tout le monde y va, tout le monde y fait ses courses au moins une fois dans l'année. Forcément, c'est très pratique de pouvoir y aller. Il y a de l'offre, c'est en libre service la plupart du temps. Vous avez la possibilité de faire de l'eau de l'achat en même temps. Il y a vraiment une dimension praticité qui est très importante. Puis, une question de choix avec les tailles de rayons qui sont extrêmement importantes. À l'inverse, vous allez aller dans votre vente au domaine, chez votre caviste, etc., pour des questions plutôt de confiance, pour des questions d'accompagnement. Ce sont des circuits dans lesquels l'humain va être important. C'est des circuits dans lesquels vous allez pouvoir être accompagné dans l'achat. Je fais une aparté sur d'autres études qu'on a pu mener au sein de Circana sur, finalement, en grande distribution, la première attente que l'on a quand on achète du vin. On a pu interroger des gens dans le cadre d'autres études. La première chose qu'ils nous disent, la première amélioration qu'ils attendent du magasin, c'est de leur apporter plus de conseils, plus d'informations.
Aujourd'hui, il faut bien avoir en tête qu'acheter un vin, ce n'est pas un acte anodin. Ça a un reflet d'image sur vous, ça vous demande de choisir, et très souvent, et notamment en distribution, on n'a pas ce conseil-là. Ce conseil-là, on le trouve dans les autres circuits, et c'est ce qui en fait aussi leur différence et leur force. Et ça, il faut bien l'avoir en tête, et ça explique également, pour bonne partie, pourquoi, quand on s'intéresse à la satisfaction des circuits, les ventes aux cavistes, les ventes au domaine, le caviste, les salons des vins, etc., obtiennent de bien meilleures notes de satisfaction que l'hypermarché, le supermarché, les magasins Niskout, dans lesquels vous êtes laissé à vous-même choisir vos bouteilles, en plus dans des rayonnages qui sont parfois très compliqués à se repérer. Et on a quasiment l'image équivalente à celle-là sur la question de savoir êtes-vous conseillé pendant vos achats en point de vente. On est vraiment dans le même ordre de classement. Ici, vous avez les meilleures notes, au bout les moins bonnes notes. On se rend compte très vite que plus il y a du conseil, meilleure est votre satisfaction. La satisfaction est le conseil est source de satisfaction pour les acheteurs. Ça leur permet aussi de se retrouver et d'acheter les bons produits. Deux dernières slides avant l'entrée sur les fiches circuits, mais qui sont importantes sur un autre circuit dont on n'a pas du tout parlé, qui est le CHR, donc la restauration, le hors domicile. On a demandé à nouveau, tout ceci est déclaratif évidemment, sur 100% de votre consommation, donc sur 100% de vos consommations de vin bio, combien se fait en dehors de chez vous? La réponse, c'est 23%, donc environ un quart des verres de vin bio que l'on peut prendre sont faits auprès d'établissements hors domicile. Encore une fois, par rapport au volume qu'on a pu voir tout à l'heure, il faut bien dissocier le verre par rapport à des bouteilles, etc. Sans grande surprise, le premier type d'établissement, c'est le restaurant, d'assez loin, les autres étant presque pas anecdotiques, le terme est trop fort, mais plus secondaires, soit les bars à vin ou les brasseries. Et autre enseignement, mais qui rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, on consomme du vin bio de la même façon qu'on achète les vins non bio. Les vins bio qu'on va consommer au restaurant sont les mêmes types de vins, les mêmes couleurs de vin que ce qu'on pourrait consommer si on était chez soi. Encore une fois, il faut bien s'enregistrer, se dire pour chacun, le vin bio, la consommation de vin bio, finalement, c'est une consommation de vin. Et on consomme ce qu'on apprécie, qu'il soit bio ou non bio. Or, aujourd'hui, le CHR est important. Il y a encore du travail. Alors, je rebondis encore sur ce qui a été dit avant par l'agence bio, sur le fait qu'il y ait très peu d'achats de la part des restaurateurs sur le bio. On peut mettre en parallèle le fait qu'aujourd'hui, on a des acheteurs de vins bio qui ne sont pas satisfaits par ce qu'ils trouvent en CHR. Que ce soit sur l'importance de la sélection, on a finalement très peu d'offres, ou que ce soit sur leur mise en valeur. Et il y a un vrai travail de ce côté-là, de la part de la restauration collective individuelle, de mettre en valeur cette offre et d'en proposer à leurs clients. On va maintenant s'attacher à voir si on peut caractériser quelque peu les circuits. Alors on va voir qu'il y a quelques différences entre eux. Et la première différence notable, c'est les dynamiques qu'on devrait pouvoir retrouver. Sur le même modèle que ce qu'on a vu tout à l'heure, on leur a posé la question de savoir, vous fréquentez un hypermarché, vous fréquentez un caviste, vous faites des achats dans de la vente au domaine, comment pensez-vous que vos achats vont évoluer dans le futur? Est-ce qu'ils vont augmenter, diminuer? Ce que vous avez dans l'encadré vert, c'est les circuits qui devraient croître. Ici, on a vraiment davantage d'acheteurs qui nous disent « moi, je vais développer mes achats dans ce circuit-là ». Ce que vous avez dans l'encadré violet, ce sont des circuits qui devraient rester soit à peu près flat ou très peu croître, voire un peu décroître. C'est tout ce qui relève là, pour le coup, des circuits de grande distribution. On retrouve finalement derrière ces circuits-là ce qu'on constate au travers des chiffres de l'agence bio avec les circuits qui sont aujourd'hui les plus en difficulté et ceux qui se portent mieux. Avec évidemment quelques petites différences. Alors, vous aurez tout le support, je pense qu'il vous sera mis à disposition, vous pourrez rentrer dans le détail des résultats, circuit par circuit. Je vais m'attacher à décrire quelques éléments intéressants à noter sur les circuits qui vont venir. Donc d'abord sur la vente directe. Aujourd'hui, il
faut bien avoir en tête que les acheteurs en vente directe sont un peu plus âgés que les acheteurs de vins bio en général. On était à 51 ans d'âge moyen sur le total de notre échantillon. Quand vous êtes acheteur en vente directe, vous êtes plutôt autour de 52 ans. L'écart étant là significatif, on est sur une cible un peu plus âgée. On est sur une cible également qui y achète moins souvent. On y achète 9%, y achètent tous les 15 jours. On est plutôt tout de l'ordre de 20%. Là, pas forcément de grandes surprises. Encore une fois, je disais tout à l'heure, on peut acheter en plus grande quantité chez des cavistes. C'est des déplacements qu'on fait moins souvent potentiellement. Donc logiquement, on y achète moins. Et on a également un peu moins de nouveaux acheteurs qui sont arrivés sur Circula. Donc ça, c'est pour des éléments de profil. Et dernier point effectivement important, une des motivations importantes à acheter directement chez un caviste, c'est le soutien aux agriculteurs, qu'on retrouve dans des proportions beaucoup plus fortes que quand on passe par un circuit de distribution et donc là où il y a eu un intermédiaire. Et je vous le disais, quand on regarde les évolutions, elles ont été positives, ou en tout cas les acheteurs pensent avoir une évolution positive de leur achat dans le Circula et continuer à développer leurs achats auprès de ce type de circuit. Chez les cavistes, vous allez avoir ici une population un tout petit peu plus jeune que la moyenne de notre échantillon, mais surtout une population qui est beaucoup plus CSP+. Je n'ai pas envie d'enfoncer une porte ouverte, mais évidemment, on retrouve là aussi des effets d'offres proposés par ce type d'établissement-là. Forcément, ça attire davantage de CSP+, sur un marché des vins bio, dont je le rappelle, qui est déjà plus CSP+, que la moyenne de la population. Et puis, vous allez avoir des motivations à aller dans ce type de circuit-là qui relèvent de l'environnement et de la confiance envers les vins bio. Et je ne reviens pas forcément sur les évolutions qui ont été positives et qui resteront positives. Les spécialistes du bio ont, eux, beaucoup moins de différences d'aspérité par rapport à l'acheteur de vins bio en général. On retrouve un profil très proche, ce qui va différencier le fait de fréquenter ce type de circuit-là par rapport à d'autres, c'est vraiment sa sensibilité à l'environnement. L'item, le respect de l'environnement, arrive à 70%, on est autour de 50% sur le total de l'échantillon, enfin les gens qu'on a interrogés. La sensibilité à l'environnement, le fait de vouloir protéger l'environnement, attirera davantage vers ces circuits-là. Alors, c'est un univers de circuits qui est aujourd'hui en recomposition, qui est en difficulté après des années de croissance. Ils vont se stabiliser forcément à un moment, mais effectivement, c'est à court terme un circuit qui développe moins, même si, encore une fois, vous avez des parts de gens qui pensent avoir développé leurs achats qui sont conséquentes. Encore 2 fiches circuits avant de passer aux conclusions. La grande distribution qui, assez logiquement, n'a pas d'aspérité particulière. Ça concernait à peu près 82% de nos acheteurs de vins bio. Forcément, comme on est sur la très large majorité des acheteurs, on a très peu d'aspérité particulière sur les profils des achats. En revanche, j'attire votre attention là sur les évolutions. Sur les autres circuits, on était de l'ordre de 30% d'acheteurs qui pensaient développer leurs achats dans le futur. Quand on regarde sur la grande distribution, on tombe à 20%. On a quand même des acheteurs qui aujourd'hui pensent moins développer leurs achats dans ce circuit-là que dans d'autres circuits. Et puis, dernier circuit intéressant qui est Internet, donc les achats online, qui eux concernent une population là pour le coup très particulière. On est sur des gens plutôt jeunes, 45,7 ans de moyenne, on est quasiment 5 ans en dessous de la moyenne de l'étude. 51% de CSP+, on est beaucoup plus CSP+, sur Internet et encore plus que chez un caviste. Et puis des motivations autour de la santé, de la confiance supérieure. Autant le critère d'âge est quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur des achats sur Internet, les plus jeunes achetant davantage sur Internet que des plus âgés. En revanche, le critère CSP+, est moins courant. Et là, c'est vraiment pour le coup un atypisme des vins bio, de l'achat de vins bio sur Internet qui attire beaucoup plus de gens CSP+. Alors, est-ce que c'est des questions d'offres et de sites et de ciblage de ces sites-là? C'est certainement une partie de l'explication qui explique pourquoi on a cette différence-là. Et en tout cas, c'est un circuit qui devrait continuer à se développer. Et donc, en quelques mots, pour conclure sur cette étude et pour vous laisser quelques points à retenir, à travers tout ce que j'ai pu vous dire, c'est que, premièrement,
le marché du bio est un marché qui continue à recruter. Et ça, c'est important de se dire. On a 39% de néo-acheteurs au cours des 12 derniers mois et des nouveaux acheteurs qui présentent un profil différent des anciens. Donc on se démocratise, on a une démographie différente sur nouveaux acheteurs. On a des achats qui sont en croissance. Alors l'agence bio le chiffre beaucoup plus précisément que cette étude, mais on le confirme avec des acheteurs de vins bio qui sont plus nombreux à penser avoir développé leurs achats que sur le non-bio, et surtout qui pensent continuer à développer leurs achats. Conséquence, il y a des gains de part de marché du bio, et ça devrait continuer. Ça tombe bien, aujourd'hui, un des réservoirs de croissance des vins bio se trouve au travers de ce qu'ils font aujourd'hui sur les achats de vins non bio. Les conversions, quatrième point, qui renforceront naturellement les parts de marché du bio. L'environnement est une motivation très forte à acheter des produits bio, et ça c'est évident. Maintenant, vous avez quand même un tiers des gens qui achètent des produits bio, qui en achètent parce qu'on leur propose simplement l'offre. Et donc plus on leur proposera d'offres, plus elle arrivera, et davantage vous pourrez en convertir. Il y a un lien évident entre le fait d'acheter des vins à des prix importants et le fait qu'ils soient bio. Ça, on en a déjà parlé, je ne vais pas forcément revenir dessus. Ce qui est également intéressant ou important à se redire, c'est vraiment le point 6. Aujourd'hui, vous avez des achats de vins bio qui sont bien plus éparpillés ou qui concernent bien plus de circuits que les achats de vins non bio. Ce 3,2 circuits, donc le fait d'aller à la fois en grande distribution, chez un caviste, potentiellement auprès de vente directe ou en magasin spécialisé bio pour les plus gros, les circuits les plus importants, fait que vous avez des acheteurs qui papillonnent et qui peuvent acheter à différents endroits, ce qui fait qu'il y a énormément d'endroits où ils peuvent être confrontés à de l'offre. Des acheteurs qui valorisent énormément l'achat en vente directe et chez le caviste, ils valorisent le conseil, ils valorisent la sélection de l'offre, tout ça font qu'ils sont très satisfaits de ces circuits-là. Ça explique pourquoi ces circuits se portent bien, ça explique pourquoi ils devraient continuer à bien se porter. Et c'est en tout cas une vraie force de ces circuits par rapport à la grande distribution aujourd'hui, où il y a vraiment, et j'insiste dessus, ce manque de conseils sur les vins et les vins bio en particulier. Et puis dernier point, sur la restauration, où là évidemment, il y a vraiment une attente de davantage de produits bio, d'une meilleure mise en valeur, d'une meilleure présentation de l'offre pour les acheteurs. Aujourd'hui, la restauration, de ce point de vue-là, ne fait pas encore complètement le boulot. Merci à vous. Je prends les questions pour ceux qui en auraient. Merci. Ce n'est pas une question, je voulais juste amener une précision concernant le circuit spécialisé bio. Les premiers chiffres, donc, je suis Christian Renaud à Indé International, on travaille pour l'agence bio sur les données de marché. Donc les premiers indices qu'on a de résultats sur l'année 2023 seraient qu'on ait à faire une stabilisation des ventes au minimum en général de produits bio dans ce circuit. Et donc, vous parliez de recomposition. Il y a environ 3000 magasins bio. Il y en a environ 250 qui ont fermé. C'est vrai qu'à un moment, il y avait trop d'ouverture. On voyait 4 magasins en 200 mètres dans certaines artères, notamment parisiennes. Donc, il semblerait que cette mini-restructuration ait eu lieu et que ces magasins arrivent aujourd'hui à stabiliser les ventes. Alors, on verra dans les détails si le vin a participé ou pas à cette reprise en main, en quelque sorte. Mais je voulais amener ce complément d'information là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Mais effectivement, c'est important de rappeler qu'on a tendance à mettre beaucoup d'évolutions négatives aujourd'hui sur le dos de l'inflation. Ce n'est pas la seule chose qui se passe actuellement. Les circuits bio et la recomposition étaient un élément important des évolutions à prendre en compte, comme en GSA où on dit les vins bio se portent mal, les produits bio se portent mal. Derrière ça, vous n'avez pas seulement l'inflation, vous avez aussi des choix de structure d'assortiment de la part des magasins qui sortent des références et mécaniquement engendrent des pertes de vente. Donc tout ne se remet pas sur le dos du fait de la hausse des prix, il faut l'avoir en tête. Oui,
Je disais que je pense que la baisse l'achat de vin non bio en GD baisse aussi, quoi. Oui, alors, la baisse de vent en GD, comme sur les autres circuits, est avérée. Une partie de la baisse du vin bio, par contre, en GD, s'explique aussi par le fait qu'il y ait moins de références aujourd'hui qu'il y a un certain temps. J'avais une petite question, alors qui est effectivement pas le centre de votre étude, mais comme une part non négligeable du vin bio est exportée ou échangée avec nos partenaires européens, on a des études similaires à la vôtre sur les comportements des consommateurs. On peut supposer que, notamment dans les pays nordiques, c'est les mêmes tendances de consommation. Alors, à ma connaissance, non. Chez nous, au niveau de Circana, on n'a jamais mené d'études cross-pays sur ces questions-là. Je ne sais pas vous dire s'il en existe d'autres accessibles ou pas à date. Je n'ai pas du tout de réponse à vous apporter. Oui, moi j'avais une question sur le prix. Le prix affiché des vins bio sur les différents circuits. Hein. Et surtout, dans la tête des consommateurs, l'écart de prix acceptable, accepté, souhaité entre un vin bio et un vin non bio. Est-ce qu'il y a des choses qui sont accessibles? Merci. Alors, on ne l'a pas étudié sur les vins particuliers. C'est des travaux qu'on a pu mener sur l'alimentaire de manière générale. Donc, la réponse que je vais vous donner est sur l'alimentaire de manière générale. En général, on se rend compte que les gens, il y a 2-3 ans, étaient prêts à payer 20% plus cher pour un produit bio qu'un produit non bio. Il faudrait actualiser ces chiffres-là au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois sur la question autour du prix. Et sur le vin en particulier, je n'ai pas la réponse à vous donner, mais en tout cas, il y a un écart de prix qui est acceptable, autour d'une vingtaine de pourcents. En tout cas, l'historique était dans ces eaux-là. Alors, je voulais vous demander si chez Circana, vous avez quelques éclairages, aussi limités soient-ils, sur l'appréciation par les consommateurs d'autres certifications que le bio. On en parlait. Moi, souvent, je vois des bouteilles marquées HVE, donc je ne prends pas par définition. Et donc, est-ce que je suis le seul Français à avoir ce réflexe ? Et donc, comment, plus sérieusement, les consommateurs apprécient-ils les différentes allégations et labels qu'on commence à voir fleurir énormément, et souvent dans les mêmes rayons que le bio, notamment chez des cavistes, où on voit des rayons marqués 20 engagés, il y a 4 bouteilles bio, là où il y en avait 25 avant, et le reste maintenant c'est HVE. Alors est-ce que vous avez quelques éclairages là-dessus ? On a quelques éclairages, c'est des choses qu'on a pu étudier de notre côté. Là, on a une démultiplication des allégations, des labels, des certifications aujourd'hui qui créent une certaine confusion. Vous parliez du label HVE. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un de vous expliquer ce qu'est un label HVE par rapport à un label bio, très sincèrement, les personnes avec qui on a pu discuter, avec qui on a pu travailler, qu'on a pu interroger, personne ne sait réellement expliquer la différence. Ce qu'on voit en revanche ces dernières années, c'est que vous avez une perception du label bio qui a tendance à un peu se dégrader, parce que de nouveaux labels, parce que de nouvelles allégations. Vous avez une deuxième chose qui s'est passée avec le Covid notamment, qui est cette notion de local. Et vous avez aujourd'hui une concurrence entre le produit qu'on considère comme local et le produit certifié bio. Parce qu'on ne sait pas ce qu'apporte le bio par rapport au local, on ne sait pas ce qu'apporte le local par rapport au bio, il y a une confusion des genres, et ce qui fait que tous ces éléments-là entretiennent une confusion autour de ce qu'apporte réellement le bio et qui perd un peu notre shopper. Donc il y a vraiment, et ce que disait l'agence bio tout à l'heure, il y a un véritable enjeu d'éducation sur ce qu'est le label bio, sur ce qu'apporte le bio, par rapport à d'autres certifications, par rapport à d'autres allégations. Je vous invite aussi à revoir l'étude qu'on avait faite l'année dernière, donc pour Millésime Bio aussi, donc qui n'était pas une étude Circana, mais une étude Millésime Bio sur effectivement la perception des labels environnementaux, le bio et d'autres, voilà.
Question complémentaire. Chez Circana, comment vous définissez le local? Parce que légalement, il n'y a pas de définition du local. Ça n'existe pas. Il peut y avoir une définition, c'est les fraudes qui concernent les DGCCRF, il ne peut y avoir de définition que devant un tribunal si un consommateur estime comme abusive une dénomination locale. Sinon, c'est comme dire c'est vachement bien. Je suis tout à fait d'accord. On n'a pas de dénomination officielle. Chez Circana, on ne le mesure pas au panel. En revanche, nous, dans les études qu'on fait, et on emmène une trentaine par an, une quarantaine, on a déjà interrogé des acheteurs sur ces questions-là. Ils définissent le local comme un produit de leur région. Voilà ce qu'ils entendent par local. Ce qui pose plein de questions sur les zones de production, ce qui pose plein de questions sur certains produits qu'on ne produit pas dans sa région, mais qu'on attend local, une dichotomie absolue dans ce qui est dans l'esprit des consommateurs, mais qui n'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on n'a aucune définition réelle du local et surtout, on n'a aucune façon de savoir produire tout localement parce que ce n'est pas possible. D'autres questions? Oui, bonjour. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a malheureusement des déconversions. Est-ce que vous avez des statistiques par rapport aux conversions? Est-ce que vous pouvez donner certains chiffres par rapport aux déconversions de producteurs qui, malheureusement, abandonnent le bio? Alors malheureusement, non, j'ai vraiment aucune statistique, aucune donnée sur ces abandons de bio par des producteurs. Oui, alors je suis désolée, on n'a pas encore les chiffres qui traduisent ce que les bruits de couloir. Donc nous, Agence Bio, on suit les conversions et les déconversions. À l'heure où on se parle, il n'y a pas encore eu de boom des déconversions. On était historiquement en bio sur un taux d'attrition de 4%, c'est-à-dire que chaque année, 4% des agriculteurs bio quittaient la profession. Pour moitié, ils partaient à la retraite. Là, l'an dernier, pour la première fois, il y a eu un frémissement. Mais ce n'était pas non plus monstrueux puisqu'on est passé à 5,80. 5,80, là encore, la moitié partant à la retraite. Cette année, tout le monde s'attend effectivement à ce que ce soit beaucoup plus significatif. Or, on a fait les derniers relevés le mois dernier et ça ne se voit pas encore. On pense que le moment de déconversion, ce sera beaucoup plus visible au moment des déclarations ENPA qui est en mai. Mais pour l'instant, ça ne se traduit pas dans les déconversions, c'est-à-dire les sorties de bio. Les déconversions, étant, attention aux mots, les gens qui restent agriculteurs mais qui sortent du bio, qui ressortent le pulvérisateur. Donc on a toujours un fort ratio de départ à la retraite parce qu'il y a beaucoup de retraites anticipées. Mais pour l'instant, ce qu'on entend et ce qu'on anticipe empiriquement ne s'est pas encore traduit dans les chiffres. En revanche, les coups de frein, eux, se ressentent toujours sur les conversions, puisque l'attention a été focalisée sur les sorties de bio, dont les déconversions. En revanche, le vrai coup de frein, ça a été qu'on était sur des conversions à deux chiffres. L'an dernier, on était à 8% de nouveaux entrants. Et ça va être la saignée démographique dont on va sentir les conséquences ultérieurement pour tenir nos objectifs de 18% de surface en bio. Voilà. D'autres questions? Oui, pour revenir à l'étude. Je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais au niveau des reprises des propriétés, est-ce que quand on est en bio, les enfants reprennent plus que quand on est en non-bio? Sur l'attractivité du vignoble bio, on n'a pas de chiffres pour l'étayer, mais on a quand même des témoignages qui sont très convergents. En revanche, vous pointez du doigt quelque chose d'intéressant, qui est que on sait que pour remplacer les agriculteurs qui partent à la retraite, tout le monde parle des fameux 100 000 agriculteurs qui partent à la retraite, on ne va pas avoir assez de bras si on compte que sur leurs fils et leurs filles d'eux, puisque déjà, ils ne reprennent pas tous, et quand bien même, ça ne sera pas suffisant. Or, en parallèle, on a se présentant en chambre d'agriculture des porteurs de projets qui disent « Moi, je veux bien être agriculteur, devenir agriculteur, mais à condition d'être en bio ». On estime entre les régions que c'est entre 25 et la moitié des effectifs. Et ce sont ces gens-là qu'on refuse en disant « Non, mais il n'y a pas de marché, repassez plus tard ». Donc, on est en train de perdre une opportunité de recruter des nouveaux candidats.
ces fameux NIMA, les non issus du milieu agricole, c'est-à-dire ces gens-là qui ont passé 10 ans à faire des PowerPoint et qui un jour disjonctent et disent moi je vais me réinstaller, je vais devenir agriculteur. Et donc vous pointez du doigt effectivement quelque chose d'hyper important en bio qui est l'attractivité du métier agricole. Nous avons publié en septembre dernier le premier baromètre du moral des agriculteurs. Vous savez qu'il y a des palanquets de baromètres du moral des patrons, des investisseurs, des banquiers, des start-upers, etc. Il n'y avait jamais eu sur les agriculteurs bio. On a lancé ce baromètre auprès des 60 000 producteurs bio. Il y a 20% des gens qui nous ont répondu et qui nous ont dit moi, je sais que être en bio contribue à l'attractivité du métier et contribue à mon bonheur, ce qui est important dans une profession qui est souvent en souffrance. Donc on va ajouter ce paramètre-là. On va effectivement regarder, essayer de chiffrer dans quelle mesure ça peut renforcer l'attractivité de la reprise. On a énormément de gens qui nous disent aussi que pour habiller la mariée, ils passaient en bio. Je ne sais pas si ça reste toujours vrai actuellement avec les déclassements pour certaines filières alimentaires. En revanche, je n'ai pas la réponse précise à votre question sur la viticulture. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions par rapport effectivement au profil des acheteurs de vin bio, l'étude qu'on vient de voir? Bon, c'est tout parfait. Juste une question. Excusez-moi, mais est-ce qu'on a le genre des acheteurs? Est-ce qu'éventuellement, on pourrait savoir si c'est plutôt des femmes ou des hommes qui achètent du vin bio? Alors, on l'a au tout début, j'ai juste un trou de Désolée, je l'ai mémoire. loupé. Non, pas de souci. Il n'y a pas d'atypisme. C'est 50-50. Ah, caramba, raté. Donc, pas vraiment d'atypisme de ce point de vue-là. Non, 50-50, c'est nos acheteurs de vin bio. 48-52, c'est la population française. Et est-ce que les consommateurs de vin bio, ce sont plutôt des gros consommateurs de vin bio ou plutôt modérés? Je ne sais pas si vous avez répondu. Alors, les acheteurs de vin bio, par définition, on aura forcément des gros au sein des acheteurs et des plus petits. Maintenant, est-ce que ce sont des gros consommateurs de vin? Ça, je ne sais pas vous dire. Parfait. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Pour Merci ceux qui... Merci à tous. Alors, pour notre public uniquement conférence, vous pouvez, si vous voulez vous restaurer, si vous restez cet après-midi, auprès d'un food truck qui est juste à l'entrée du salon. Et donc, vous avez un espace repos juste à la sortie des conférences. Voilà, pour attendre les conférences de cet après-midi qui sont à 13h30. On se retrouve ici même. Merci beaucoup.